Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Je vais être très brève parce que je suis beaucoup moins intéressante que les personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Je suis Kate Viviane, je suis la directrice de l'engagement à Sciences Po. J'ai la chance de travailler avec l'équipe qui a porté cet événement et qui a porté l'ensemble du mois Égalité, Diversité, Inclusion qui se clôt avec cet événement. Donc merci beaucoup à Solène Allemand, à Fanny Ada, à Christine Daoulas qui n'est pas, je crois, avec nous. Si elle est... Bon. Et qui ont œuvré pour qu'on ait toute une série d'événements tout au long de ce mois-là et qui se clôture avec ce bel événement de ce soir. Et je remercie nos intervenants. C'est un événement qui est hybride et donc on a à la fois des personnes dans la salle et pas mal de monde en ligne aussi dans nos campus et ailleurs. Donc on vous remercie également pour votre présence. Et aux 4 intervenants d'avoir accepté notre invitation à parler ce soir. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et je vais très rapidement passer la parole à Jeanne Lazarus, doyenne du collège universitaire, qui nous honore aussi de sa présence ce soir et qui va modérer la séance. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup à Kate, merci aussi à toute l'équipe, à Fanny d'avoir organisé cette soirée, de m'avoir proposé de la modérer. Donc je vais rapidement vous présenter nos invités, ensuite je ferai une petite introduction générale sur le thème et puis on aura une discussion tous ensemble. Donc ce soir, nous avons 4 invités. Le docteur Bouvet de la Maisonneuve, qui est psychiatre et addictologue. Caroline Matt, qui est entrepreneuse et qui dirige la Maison Perchée. Sikou Niakate, qui est auteur-réalisateur de vidéos, documentaires et podcasts. Et enfin, Louise Aubéry, qui est jeune diplômée de Sciences Po et autrice, féministe, créatrice de contenu et entrepreneuse. Nous excusons ce soir Martin Aranguren qui a eu un empêchement. Et je dois aussi vous dire que Louise devra partir un peu plus tôt. Voilà, ça c'est les éléments très pratiques. Je dois aussi vous dire que les questions du public sont réservées à la fin de la conférence. Donc on va d'abord avoir une discussion entre nous, puis vous aurez la parole. Sur Zoom également, vous pouvez poser des questions dans le Q&R. Et voilà. Et donc ensuite, mon rôle est de vous parler plus généralement des questions de discrimination et de santé mentale, avec en fait le point de départ de cette conversation de ce soir, c'est de se demander si les rapports sociaux inégalitaires, les sources de discrimination, que ce soit le sexisme, le racisme, des enjeux liés au genre et aux pratiques sexuelles, le validisme, toutes les formes de discrimination, est-ce que ça a un impact sur la santé mentale des personnes et des groupes minorisés. Et c'est un enjeu qui est vraiment important puisque c'est de croiser 2 sources majeures de difficultés. Donc avant d'entrer dans la discussion, je vais essayer de définir le terme de discrimination et puis je donnerai la parole au docteur Bouvet pour vous faire une définition de la santé mentale, pour cadrer un peu le sujet. Donc sur les discriminations, on a de multiples formes de définition, de courants de pensée. Moi, j'aime bien la définition que donne François Dubay dans un livre qui s'appelle « Pourquoi moi, l'expérience des discriminations ?» Et il dit « L'expérience des discriminations n'est pas seulement une injustice, elle est aussi une humiliation qui menace la valeur, l'identité et la personnalité même des individus. » Et je pense que cette définition, en fait, permet de comprendre l'enjeu du lien entre discrimination, qui est donc un élément qu'on peut mesurer statistiquement de façon parfois très abstraite et un peu froide, où on a des chiffres d'accès à l'emploi, de taux de rémunération en fonction de plein de critères, difficulté d'accès au logement, etc. Donc on peut le dire de façon abstraite, mais là, il montre bien que l'enjeu, c'est l'individu et la valeur que l'individu... La façon dont l'individu s'estime lui-même. Donc il y a un aspect, disons, extérieur et collectif, et il y a un aspect intérieur et individuel. Et donc le point commun en fait des discriminations, que ce soit par des approches juridiques, sociologiques, psychologiques, c'est l'idée d'un traitement défavorable qui n'est pas justifié.
et qui donc va renvoyer à des formes de préjugés, de stéréotypes, qui sont les raisons pour lesquelles ce traitement défavorable a lieu et qui n'est pas justifié par le mérite ou par l'action des personnes. Donc les personnes discriminées font l'objet de stigmatisation, d'assignation en marge de la société. Et tout ça produit des formes de violence parfois qui peuvent paraître minimes, hein, ces fameuses micro-agressions qui sont des petits rappels insidieux d'une forme de minorisation, d'une forme de préjugés que les personnes peuvent ressentir, et puis parfois des violences qui sont bien plus profondes et bien plus qui peuvent aller jusqu'à des formes de violence physique notamment. Alors, je vais me tourner vers nos invités de ce soir, pardon, je m'en mêle un peu dans mes feuilles. Docteur Bouvet de la Maisonneuve, vous êtes psychiatre, addictologue, vous êtes et écrivaine aussi. Vous êtes responsable de la consultation d'alcoolologie pour femmes à l'hôpital Sainte-Anne et vous avez donc écrit effectivement de nombreux ouvrages, notamment Les femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir. Et ça, c'était en 2010. En 2017, Une arabe de France, une vie au-delà des préjugés, et puis de très nombreux autres ouvrages. Et nous vous avons invité, à la fois du fait de votre expertise sur la question de la santé psychique des femmes, mais aussi sur les conséquences psychiques des discriminations. Et donc, pour commencer, ma première question, c'est de vous demander de définir ce que c'est que la santé mentale de votre point de vue de psychiatre. Est-ce que j'ai un micro à moi ou je prends le vôtre ? Oui, d'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour votre invitation. Ça me permet ici d'être un peu le porte-parole de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer et ceux qui n'ont pas de tribune et qui sont aujourd'hui dans une espèce d'ombre qui est créée par le déni. On en parlait avant de commencer la table ronde. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la santé mentale des femmes, je continue. Aujourd'hui, mon sujet que je trouve très urgent, vraiment très urgent, c'est celui des conséquences psychiques du racisme. Vous m'avez demandé de définir la santé mentale, mais j'aimerais d'abord définir la santé, parce qu'il est très important de tenir compte du fait que la santé mentale fasse partie de la définition de la santé. Donc, selon l'OMS, la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social, donc bien-être, en dehors de toute considération de pathologie invalidante. C'est important. Hein. Donc, quand on parle, par exemple, de violences psychiques en disant « mais ce ne sont que des violences psychiques », non. Les violences psychiques peuvent tuer. Hein. Ensuite, la définition de la santé mentale, comme je ne répète pas ça tous les matins dans mon cabinet, j'ai pris la note. Donc, la santé mentale, selon l'OMS, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Alors chacun doit se dire, oh là là, il y a un moment où il y a un des mots de cette définition à laquelle je ne réponds pas. Donc on s'adapte à peu près en fonction de cette définition. Et dans la santé mentale, on définit à peu près 3 stades, si j'ose dire. La santé mentale dite positive, c'est le bien-être, l'épanouissement, la réalisation de ses projets. Ensuite, le deuxième stade, c'est celui de la détresse psychique, qui peut être dû précisément à un inconfort social, au micro-traumatisme dont vous parliez tout à l'heure. Et puis par la suite, il y a le stade de la santé, de la maladie psychiatrique qui nécessite une prise en charge donc médicale. On m'a demandé quelques chiffres, je vais juste vous donner une petite idée. Alors, en France, les maladies psychiatriques représente 14% des dépenses totales et le premier poste de dépenses de l'assurance maladie. C'est important. Hein.
et elles sont responsables de 35 à 45% de l'absentéisme au travail. Lorsqu'on sait la discrimination du fait de l'origine au travail, on peut un peu faire le lien. Ensuite, je me suis aussi penchée sur un autre élément qui peut être utile pour lever le tabou et pour banaliser d'une certaine façon certains troubles, c'est que le trouble mental le plus fréquent au monde, c'est la dépression, puis ensuite les troubles anxieux, tout confondu, y compris les traumas, les addictions, et parmi les addictions, on compte les troubles du comportement alimentaire. Voilà ce qu'on m'a demandé de vous rapporter. Et effectivement, on peut aisément comprendre que du fait d'une discrimination due à l'origine, un certain nombre de ces éléments peuvent se déclencher. Alors, est-ce que... Ça marche? Ça marche. Est-ce que vous pourriez nous parler dans votre pratique et dans votre expérience de professionnel de santé du lien que vous faites entre discrimination et santé mentale, c'est-à-dire dans l'expérience psychique que peuvent vivre les personnes? Oui, alors ce que vous avez donné dans votre définition est fondamental, c'est-à-dire que c'est la sensation, je vais abandonner mes notes parce que je pense qu'il est mieux de parler de façon plus spontanée, la sensation d'être touché dans son intégrité psychique, la sensation d'être remis en cause dans son essence et d'une violence inouïe. Et c'est l'équivalent aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord. On fait énormément on fait énormément de recherches à ce sujet. En France, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de statistiques ethniques, on n'a pas le droit aux statistiques ethniques. Mais ce que l'on ressent, ce sont des personnes qui sont véritablement ébranlées, chahutées profondément dans leur essence, dans leur existence. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste en fait finalement à travers ces trois premiers stades dont je vous parlais, c'est-à-dire à partir du moment où on n'est plus épanoui, où on ne se sent plus en phase avec son environnement, en harmonie avec l'environnement, on sent une sorte d'inconfort et d'insécurité. Cette peur de ne pas répondre aux injonctions, cette peur de ne pas maîtriser sa propre santé mentale, écouter ce qu'on dit à la place des personnes racisées, par exemple. On parle à leur place, on ne les interroge pas. Donc en fait, c'est une façon de sentir qu'on vous vole votre pensée. C'est très violent, ça relève d'un mécanisme pervers. Même lorsque vous dites que ça n'est pas, en fait, ce que vous pensez n'est pas ce que l'autre dit que vous pensez, on vous dit en fait non, moi je sais ce que tu penses à ta place. Donc en fait, il y a cette sorte d'absence de libre arbitre aussi et d'absence de liberté totale de penser, d'aimer, d'évoluer, de choisir sa voie. Et alors à ce moment-là, tout s'effondre. Et enfin, je ne sais pas si je peux aller plus loin, mais si ce sont des personnes qui ont vécu un passé avec des événements traumatiques, à l'occasion de chaque micro-traumatisme ou à l'occasion d'un événement insultant, discriminant, disqualifiant, etc., il y a une sorte de retour de la mémoire traumatique. Je parle là, par exemple, des enfants, des immigrés de première génération dont les parents sont venus reconstruire la France dans les conditions que l'on sait, qui ont dit à leurs enfants rasez les murs, ne faites pas de bruit, on n'est pas chez nous, et qui ont subi des discriminations à l'école, dans la rue, et qui ont tout fait en fait pour oublier, qui ont mis en place une sorte de système de dissociation. Je ne suis pas
la personne qui a reçu des coups. Donc j'évolue, je baisse la tête, j'évolue et j'essaye de survivre. Et à un moment donné, cette personne reçoit un coup, on ne sait pas lequel. Être arrêté par la police pour raison de délit de faciès. Ne pas avoir accès à une promotion. Enfin, il y a parfois des phrases que je pourrais anticiper en matière de discrimination au travail. Ça ressemble à peu près à ce qu'on dit sur aux femmes, d'ailleurs. Tu es formidable, indispensable, on a vraiment besoin de toi, parce que ces gens-là se surinvestissent pour prouver leur légitimité. Et donc, à l'occasion d'une contrariété, d'une injustice, tout revient en boomerang. Tout revient comme si tout ce qui avait été vécu et qu'on avait tenté d'oublier revient. Et là, lorsqu'on s'effondre, on s'effondre dans son intégrité psychique, on s'effondre dans sa confiance en soi, on s'effondre dans tout ce qu'on a construit pour pouvoir tenir. On se met à douter, on se met parfois même à se détester, à détester les siens. La détestation de soi, c'est quelque chose d'extrêmement violent, de terrible. Les conséquences peuvent être de l'ordre de la détresse psychique jusqu'à parfois la réelle maladie mentale, la dépression, les addictions, le stress, tentative de suicide, idée de mort, la mort, le burn-out. On a de tout en fait, et ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Est-ce qu'il existe des termes spécifiques pour désigner... Non, ça marche pas. Merci. Et est-ce qu'il existe des termes spécifiques qui désignent des maladies ou des réactions psychiques qui sont liées spécifiquement aux discriminations ? Non, alors vraiment, j'aimerais bien aussi que ce soit un débat par la suite là-dessus. J'ai une vision plutôt très universaliste de la médecine, et je pense que je sais pas que je pense, c'est que les symptômes se ressemblent. Moi, je viens de Tunisie. J'ai exercé en Tunisie, et lorsque je suis arrivée en France, il y a une chose qui m'a bouleversée, c'est la ressemblance de l'expression de la souffrance entre les deux rives de la Méditerranée. Et là, je me suis dit, en fait, on est vraiment pareil dans la souffrance et dans la douleur. Et ça m'a confortée dans ma vision universaliste de la médecine et de notre humanité finalement. Qu'est-ce qui fait la différence ? Et c'est aussi ce qu'on apprend en médecine, c'est que le patient doit être pris, doit être considéré en fonction de son environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'entité biologique d'un patient, mais il y a son environnement. Et lorsque l'environnement culturel est particulier, il faut en tenir compte. Comme je tiens compte dans mon cabinet des personnes qui viennent de ce qu'on appelle la campagne profonde française. Je tiens compte dans mon cabinet d'une personne qui vient, qui est originaire du Japon. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments dont on doit tenir compte. En revanche, et c'est là la dimension politique de mon métier et de mon engagement, c'est que l'environnement de certaines personnes a un lien avec la grande histoire de la France. L'environnement de certaines personnes, leur petite histoire, est inscrite dans la grande histoire de la France, dans l'histoire coloniale de la France. Et moi, je pense qu'il demeure dans l'imaginaire collectif français l'esprit colonial. Il demeure des restes de l'esprit colonial. Il y a encore des survivants de la guerre d'Algérie. Il y a leurs enfants qui ont grandi avec cet état d'esprit. Et donc, je ne crois pas du tout que tous les Français en soient imprégnés. Mais je pense que c'est larvé et que donc, lorsqu'on on a en face de soi une personne qui vous parle de son histoire en France depuis 1, 2, 3 générations, il faut entendre l'environnement de la grande histoire, c'est-à-dire le passé colonial, c'est-à-dire
la relation dominant-dominé qui persiste encore. Comment peut-on s'autoriser, comme l'a fait un journaliste récemment, de traiter la ministre de la Culture de la République française de beurette qui a réussi, par exemple. Si on arrive à s'autoriser ça en tant que leader d'opinion dans une chaîne sur une chaîne publique, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. Alors Rachida Dati peut se défendre, d'autres non. Est-ce qu'il y a des termes particuliers? Non. Ce que je vois comme complications, ce sont les mêmes complications, je vous faisais le parallèle tout à l'heure, avec les discriminations faites aux femmes, les discriminations faites au choix sexuel, les discriminations faites aux personnes en situation de handicap. Ce sont les mêmes symptômes. Mais le contexte est différent et bien entendu, la prise en charge est différente, évidemment. Si elle n'est pas chimique, je veux dire, si on n'est pas dans le traitement véritable de la dépression, du trouble anxieux qui nécessite un traitement médicamenteux, le traitement médicamenteux n'étant jamais efficace sans psychothérapie, le traitement médicamenteux sera le même. Et d'ailleurs, ça me permet de parler, si vous permettez que j'étende un petit peu cette réflexion, c'est que nous ne pouvons malheureusement pas avoir de chiffres en France puisque nous ne disposons pas de statistiques ethniques, mais il existe, par la perception, une discrimination vis-à-vis des minorités visibles dans le domaine médical. La précarité, grosso modo, en France, est essentiellement noire et arabe, on va dire. Donc ce sont des personnes qui sentent une difficulté d'accès aux soins, du fait de leur précarité, mais aussi du fait des préjugés dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que cet imaginaire dont je dis qu'il reste de l'histoire coloniale de la France imprègne toute la société, et pourquoi pas les médecins. On n'est pas indemne de ces préjugés. Donc, il y a la difficulté d'accès aux soins, il y a ce manque de, un certain nombre de préjugés qui demeurent. Par exemple, on entend encore parler du syndrome méditerranéen. Et on a vu récemment des femmes mourir parce qu'on a pensé que ça n'était que le syndrome méditerranéen. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le fait de surjouer la douleur, comme si une personne pouvait surjouer la douleur. Et puis, évidemment, on ne peut surjouer que si on vient du Sud, forcément. Donc le syndrome méditerranéen, quand il est arrivé que des personnes qui ont la même couleur que moi, voire plus foncées, arrivent avec des réelles douleurs, péritonites ou des choses qui relèvent en fait d'urgences vitales, qui ont été considérées comme relevant du syndrome méditerranéen, qui est une notion qui n'existe plus en fait. Et puis il y a également un autre problème qui s'est posé à partir de questions, d'études qui ont été faites aux États-Unis sur les femmes noires qui subissaient plus de césariennes pendant les accouchements aux États-Unis. Donc il y a des centres, des chercheurs qui ont fait ces études dans des centres en France et qui ont trouvé qu'il y avait le même phénomène également en France. Les femmes d'origine subsaharienne passaient plus rapidement sous le bistouri que les autres. Et donc, par rapport à la maladie mentale, on n'a pas non plus de chiffres, mais quelques collègues, là récemment, se sont rendus compte que certains traitements très lourds, psychiatriques, pour des troubles mentaux très sévères, et qui nécessitent des examens réguliers, précis, aigus, etc., étaient moins administrés à des personnes issues des minorités visibles. Pourquoi ? Peut-être du fait de leur précarité. Peut-être pense-t-on que ce sont des personnes pas suffisamment intelligentes pour aller faire un bilan régulier. Je ne sais pas, allez savoir. Et puis il y a aussi d'autres phénomènes qu'on voit, c'est le refus de consultation lorsque la personne prend rendez-vous par téléphone, donc l'accent
Et ce qu'on a aussi vu, c'est des personnes, donc c'est essentiellement des Noirs et des Arabes hein, qu'on parle là, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire, qui arrivent dans des cabinets libéraux et à qui on dit c'est tant la consultation, c'est 100 €. Oui, je sais. Et vous êtes sûr que vous pouvez payer 100 €? Bah oui, je peux payer 100 €. Je suis noire, je suis arabe, mais je peux payer 100 €. Il y a une suspicion forcément de... Voilà, les préjugés qu'on peut trouver. Mais on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant interroger Louise Aubéry et Sikoun Niakate qui sont ici pour nous parler aussi de leur regard et de leurs expériences sur ces questions. Donc Louise, vous êtes une jeune diplômée de Sciences Po, je l'ai dit, autrice. Vous avez notamment fondé la chaîne My Better Self, qu'on peut suivre sur Instagram ou sur YouTube. Vous êtes l'autrice du livre Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Et vous prônez la libération des femmes, des injonctions qui pèsent sur elles. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi les questions d'exclusion, de stigmatisation, de discrimination sont importantes pour vous et dans les contenus que vous produisez? Merci beaucoup de m'avoir conviée. Je suis très impressionnée par le panel présent ce soir. J'apprends beaucoup de choses, donc merci déjà pour ça. J'ai eu la chance de subir une seule discrimination qui est le sexisme, mais ça m'a suffi pour vouloir vraiment essayer à mon échelle, notamment grâce aux réseaux sociaux, de le dénoncer, et notamment l'omniprésence en fait du sexisme et presque aujourd'hui sa banalisation, le fait qu'on ait en théorie acquis les mêmes droits que les hommes décrédibilise aux yeux de certains le féminisme, mais en vous entendant parler depuis le début de la conférence, j'ai juste eu un exemple qui m'est venu aujourd'hui où je passais devant une publicité pour des gummies minceurs et qui m'a profondément énervée parce qu'en fait si on se pose la question de pourquoi cette affiche était là, c'est parce que la société est grossophobe. Donc je crois qu'on n'a pas encore mentionné la grossophobie comme une des discriminations dont sont victimes malheureusement encore beaucoup trop de personnes et qui, notamment quand on regarde les chiffres des troubles alimentaires, quand on sait que 92% des personnes atteintes d'anorexie sont des femmes, on se dit qu'il n'y a donc pas de hasard. Et en fait, je me dis que c'est vraiment très dangereux de voir à quel point pour moi, ça fait partie du sexisme parce que quand on déconstruit le fait que la femme doit être la plus mince possible, c'est qu'on veut qu'elle prenne le moins de place possible, aussi bien physiquement que figurativement. On réalise donc que c'est une idée qui, chez les hommes comme chez les femmes, est en fait acceptée et intériorisée, et comme finalement toute discrimination, nous confronte à une double peine, j'ai envie de dire. Une peine déjà systémique, qui est par exemple, pour reprendre l'exemple des personnes grosses, qui sont aujourd'hui victimes de violences médicales, d'une difficulté d'accès, que ce soit à des postes, à des logements, etc. Mais aussi une discrimination que j'appellerais, je ne sais pas si on peut dire, j'invente totalement des termes, mais intériorisée, parce qu'en fait, non seulement il y a le frein systémique, mais il y a aussi le frein de la violence en fait qu'on subit et qu'on intériorise. Donc, dans mon cas, c'est vraiment le sexisme et notamment sur les réseaux sociaux, donc victime quotidiennement de sexisme. Et ça demande en fait, et c'est pour ça que j'ai l'impression, et je serais ravie d'avoir vos réflexions et notamment vos pistes de solutions, mais ce qui m'inquiète énormément, c'est que j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux, parce que du coup, on est victime de discrimination systémique. Donc, ça affaiblit considérablement notre santé mentale parce que, en fait, c'est lourd d'être victime de haine quotidiennement et ça nous pousse à nous remettre en question, alors que, je le rappelle, c'est jamais de notre faute. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un cercle malheureusement pas vertueux, mais vicieux, duquel il est très difficile de s'extraire et qui, en plus, nécessite du coup un grand niveau de confiance en soi pour s'armer et pour essayer, tant bien que mal, de faire sa place, alors que, quelles que soient les discriminations, ça demande à ce qu'on travaille 2 fois plus que les autres, mais que précisément, les mécanismes aujourd'hui de la discrimination altèrent notre confiance en soi. Donc voilà, c'est ce que j'essaye à mon humble échelle de partager sur les réseaux.
Alors, la parole se libère sur ces questions de sexisme, de violence sexuelle. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a encore des formes d'oppression dont on a du mal à parler, qui sont, on peut dire tabou, mais parfois c'est même pas que c'est tabou, c'est que c'est pas, ça n'a même pas été formulé, c'est qu'on n'a pas les mots, on n'a pas les modes de pensée pour pouvoir les exprimer. Je pense qu'il y en a encore. En tout cas, j'ai récemment pris la parole sur ma santé mentale. Et en fait, en parlant avec d'autres personnes qui ont été victimes de vrais troubles psychologiques ou psychiatriques, en fait, on a tous réalisé qu'on en avait parlé une fois qu'on en était sortis. Et en fait, ça m'a beaucoup questionnée parce que c'est facile en fait d'en parler une fois qu'on va mieux. Et c'est déjà mieux que rien, je veux dire, ça peut aider des personnes qui sont en train de traverser des périodes difficiles et voilà, de les accompagner. Mais pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on a énormément de mal à dire qu'on a mal à la tête? On n'a aucun problème à dire qu'on a mal aux genoux, on n'a aucun problème à dire qu'on a mal au dos, on a rarement un problème à consulter quand on a mal au dos. Et pourtant, quand ça touche au psychique, il y a encore une forme, c'est comme ça que je l'interprète, mais d'échec. Qui est très compliqué à surmonter, donc non seulement du regard qu'on porte à soi-même, mais aussi du regard des autres. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le prochain combat qui est à mener et qu'on mène ce soir, de libérer la parole autour de la santé mentale en expliquant, comme vous l'avez très bien fait docteur, que la santé mentale n'est pas inférieure à la santé physique et qu'on ne doit pas avoir plus honte d'avoir des troubles psychologiques que des troubles physiques. Merci. Alors, Sikou Niakate, vous êtes, je le disais, auteur, réalisateur. Vous avez produit des vidéos, des documentaires. On vous doit notamment le documentaire Dans le noir, les hommes pleurent et le podcast en 3 épisodes qui s'appelle Jour noir et qui est un travail qui vise à parler des émotions des hommes et en particulier des hommes noirs et vous montrer en fait comment les normes de virilité se traduisent en difficulté pour les hommes à parler d'eux, parler de leurs émotions. Et en vous intéressant aux hommes noirs, vous montrez aussi la façon dont les représentations racistes affectent leur vie, leur intimité. Cet après-midi, je lisais un article sur un joueur dont malheureusement j'ai oublié le nom. Oui, qui s'est mis à pleurer pour parler du racisme dont il est victime et en expliquant aussi que ça l'empêche de jouer, que ça le dégoûte de sa passion d'un joueur de 23 ans extrêmement talentueux. Et donc, est-ce que vous pourriez nous parler de ces questions et notamment de ce que vous avez découvert en tournant votre documentaire et en interrogeant des hommes dans votre documentaire, Dans le noir, les hommes pleurent? Oui, déjà bonsoir. Alors c'était un documentaire assez particulier parce que je l'ai fait à l'échelle de ma bande de potes. L'idée, c'était pas du tout de déployer un geste qui serait sociologique, c'était juste d'aller voir les hommes qui étaient près de moi, sans aucune distinction de couleur, pour parler, au fond, d'une question qui me tracassait au sortir d'une relation. Ça veut dire quoi d'être un mec? J'avais l'impression que j'arrivais plus à y répondre, et surtout que la définition que je m'en donnais m'écrasait finalement. Et donc je suis parti voir ces hommes qui sont mes plus proches. Je leur ai mis un peu un couteau sous la gorge en leur disant vous n'avez pas le choix, donc ils sont venus. On a eu ces échanges hyper puissants où j'ai vu ce qu'on ne nommait jamais, c'est-à-dire ce que le patriarcat nous coûte aussi. C'est-à-dire qu'évidemment on vit dans un système qui nous favorise en tant qu'homme, encore aujourd'hui, c'est évidemment le cas, mais j'ai vu ce que cette faveur coûtait intimement. Évidemment je le voyais en moi, mais de le voir de manière aussi fréquente chez les hommes que j'ai fréquentés, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé, m'a quand même bouleversé. M'a bouleversé parce que je me suis dit, mais finalement, nous aussi, on est des perdants de système. Alors, il y a Bell Hooks qui le dit, elle le dit magnifiquement bien, elle dit qu'on est à la fois les vainqueurs et à la fois les perdants. Les vainqueurs parce qu'on a évidemment des privilèges et des bénéfices, mais les perdants parce que ces privilèges, finalement, nous coûtent tellement intimement qu'ils nous détruisent. Ils nous détruisent à tous les niveaux
y compris au niveau de nos émotions. Et j'ai fait un énorme focus sur ça, sur qu'est-ce que c'est que d'être un homme aujourd'hui. Du coup, ce film, une fois qu'il a été terminé, je l'ai mis en libre accès sur YouTube. Et depuis 3 ans maintenant, je le projette assez souvent. Et le public qui, finalement, attire toutes ces projections-là, c'est le public en détention. En fait, toutes les prisons d'Île-de-France et par ailleurs, je crois que de plus en plus, ça communique et je vais être appelé un peu partout en France. Toutes les prisons d'Île-de-France m'appellent pour déployer des cercles en non-mixité avec les détenus. Alors dans l'idée, on projette le film et ensuite on parle de la masculinité en quartier et comment est-ce qu'elle nous a façonné, comment est-ce qu'elle nous a peut-être poussé à la violence et comment, sans doute, ça a pu alimenter le geste qui, in fine, les a emmenés en prison. Et à chaque fois, c'est bouleversant, c'est déchirant, parce qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être hyper systémique. Là, je vois une reproduction qui est écrasante, vraiment. Mais ce que j'ai vraiment remarqué, c'était ce que ça nous coûtait en termes de santé mentale. Et là, il y a un énorme sujet. C'est comment est-ce que ces injonctions à la masculinité nous éloignent de la géographie des émotions et comment est-ce que, en mode cocotte minute, on finit par exploser. Et ce qui est dingue, c'est que c'est évidemment universel, ça je le vois dans toutes les classes sociales, mais j'ai quand même vu quelque chose qui est spécifique dans la mienne, c'est-à-dire être un homme pauvre, racisé, même si je déteste ce terme, de quartier populaire. Il y a quelque chose d'encore plus spécifique qui est multifactoriel. Et je dirais que l'un des premiers facteurs, c'est qu'on vient souvent de cultures qui sont plutôt taiseuses à cet endroit-là. On ne parle pas vraiment d'émotions avec nos parents, on ne parle pas vraiment de santé mentale avec nos parents, mais même au quartier. Il y a quelque chose, pour rejoindre ce que tu dis, il y a quelque chose qui est très... si on a une douleur, elle doit se voir. Ça doit être physique, ça doit être visible. Si on parle d'une douleur ou d'un inconfort psychologique, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Et c'est très fort. À moins que ce soit très, très, très caricatural, et là on part du principe que la personne est folle, si on n'atteint pas cet endroit-là, on n'a pas la place pour la santé mentale. Et c'est quelque chose qui est très fort, à la fois chez les pauvres, à la fois chez les personnes comme nous qui viennent des cultures subsahariennes et maghrébines. Et je me suis dit, c'est dingue, parce que je me suis retrouvé à mes 30 ans, le jour de mon anniversaire, seul chez moi, et je me suis dit, ok, j'arrive à un âge où la question de la parentalité se pose. Et là, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, il y a eu le puzzle qui s'est constitué d'un coup, où tout est remonté, et où je me suis dit, c'est dingue, je me suis concentré sur la masculinité, et c'est un chantier immense qui va sans doute prendre toute ma vie, mais il y a ce chantier qui est, je suis un homme, mais je suis un homme noir. Et c'est quand même très spécifique, ça dit quelque chose qui est très peu connu, parce que généralement, les hommes noirs ne prennent pas vraiment la parole sur cette question-là. Et d'un coup, je me suis dit, ok, j'arrive à l'âge où la question de la parentalité se pose, et je me rends compte que j'ai peur d'être père. Peur parce que je sais que si je suis père, mon enfant sera noir ou métis, mais en tout cas, il sera susceptible et même programmé à vivre du racisme. Et cette question-là, moi, me brûlait de partout, parce que je me disais, c'est dingue que ce destin soit déjà écrit, alors même qu'il n'est même pas en conception. Et depuis, je travaille vraiment beaucoup sur cette question de qu'est-ce que ça nous coûte en tant que personne noire. Et moi, je me focalise vraiment sur la masculinité noire parce qu'il y a quelque chose de spécifique, c'est la dangerosité qu'on incarne et qu'on suppose. Et celle-ci, elle est écrasante. Enfin, moi, j'en parle. Il n'y a pas longtemps, il y a un de mes amis qui apparaît d'ailleurs dans mon documentaire « Dans le noir, les hommes pleurent », c'est un homme noir, qui m'a dit « Écoute, Sikou, en ce moment, je suis enragé. Je suis enragé parce que j'habite à Saint-Michel et je vois à quel point, quand je sors de chez moi, tout le temps, constamment, je vois la peur que je suscite, quelle que soit la manière dont je m'habille. Avant même que j'ai pu ouvrir ma bouche, je le vois. Et c'est quelque chose que je vois aussi, c'est quelque chose qu'on voit, mais c'est tellement silencieux, c'est tellement du micro-mouvement qu'évidemment, on ne peut pas s'en indigner. Parce que si on s'en indigne, on incarne le stéréotype de celui qui fait peur. Donc, en fait, on reste hyper silencieux. Et dans ce silence, il y a quelque chose de destructeur, parce que du coup, c'est nié. On peut pas guérir de cette chose qui n'est pas vraiment explicitée, qui n'est pas vraiment dite. Et c'est, je pense, bouleversant pour la santé mentale de toutes les personnes qui vivent et qui subissent ça. Et je pense qu'une grande partie des gens avec qui j'ai grandi, d'une certaine manière, quelle que soit la fréquence, quelle que soit l'intensité, ont été ou sont dans une dépression silencieuse,
qui ne dit pas son nom parce que c'est une géographie totalement inconnue pour nous. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'inconfort, avec évidemment le regard de l'inconscient collectif et du coup de ce pays, qui est, je pense, destructeur, mais tellement silencieusement qu'on a l'impression que rien ne se passe. Et c'est là vraiment, je crois, le grand danger, quoi, vraiment. Mais alors justement, comment est-ce qu'on fait pour en parler? Parce que comme vous le dites, on n'en parle pas. Le discours de victime ou de victimisation peut être aussi renvoyé en boomerang si on en parle. Donc comment vous faites pour en parler et pour essayer d'être entendu sur ces choses que vous avez à dire et que les gens que vous interrogez ont à dire? Alors, je passe par l'art, parce que l'art permet une écoute que le discours classique ne peut pas atteindre. Je passe par l'art et je passe toujours par le récit personnel. Parce que le récit personnel, finalement, c'est une subjectivité qui s'exprime. Et on ne peut pas dire « je ne suis pas d'accord avec ce que tu racontes », c'est quelqu'un qui raconte ce qu'elle vit. C'est comme précisément ce que vous dites, la victimisation, c'est un concept, moi, qui me dépasse. Une personne qui vit quelque chose, qui subit une oppression, elle subit l'oppression. Elle est victime de cette oppression. Il n'y a pas de victimisation. Elle est victime de cette oppression. Et le simple fait de le dire ne fait pas de cette personne une personne victimaire. Là, je trouve que c'est vraiment, je trouve que c'est une pirouette intellectuelle que ceux qui n'ont pas envie d'entendre ces discours ont mis en place, et ça fonctionne très bien, parce que moi je le vois chez les gens qui subissent les discriminations que je peux évoquer dans mes projets, je vois très bien le silence. Le silence, c'est-à-dire que ces personnes se disent jamais de la vie j'en parlerai, parce que ce ne sera pas reconnu, ce ne sera pas écouté, et si ça l'est, on va me dire que je me victimise. Donc en fait, je vais m'enfermer avec ce silence, et je vais essayer de le gérer. Et c'est très dur de gérer un silence qui dit autant de choses. C'est très dur. Donc en fait, moi, c'est par l'art et c'est par des conversations avec des amis qui sont prêts à les avoir, parce qu'il faut être prêt aussi. C'est tout un cheminement. Parce qu'en fait, au bout d'un moment où tu prends conscience, sans être dans l'amnésie dont vous parliez tout à l'heure, parce que c'est vrai, il y a une forme d'amnésie raciale parfois qu'on met en place pour pouvoir survivre. Mais quand d'un coup ça nous pète à la gueule, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou alors on est en colère, et cette colère, on ne sait pas jusqu'où elle nous mène, parce qu'elle est à la hauteur de ce qu'on a subi, et on subit tellement que la colère est immense. Ou alors on contient, mais du coup, c'est un effort de souplesse incroyable qui fatigue, et là, on est totalement dans l'idée de la santé mentale. Ou alors on tente de créer quelque chose, d'en parler, d'avoir des cercles. Moi, je trouve parfois que la non-mixité est totalement utile. Je sais que ça a été décrié, mais c'est totalement utile, quel que soit le groupe d'ailleurs. Mais juste l'idée de se dire, on va se réunir entre personnes vivant la même expérience, et parce qu'on sait que chacun peut vivre un fragment de ce qu'on vit, on va être beaucoup plus à l'aise à l'idée d'en parler dans un premier temps, peut-être même de voir comment est-ce qu'on le formule, pour ensuite prendre ces paroles-là et les présenter au monde entier. Moi, je trouve que c'est formidable, alors que c'est totalement décrié quand on parle des questions qui contournent la question raciale. Je ne sais pas, à titre personnel, c'est l'art et les conversations. Merci beaucoup. Alors, Caroline Matt, donc, vous êtes entrepreneuse, vous avez notamment travaillé chez Facebook et vous dirigez désormais la Maison Perchée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce projet, de quoi il s'agit ? Oui, bien sûr, c'est tellement intéressant, je bois vos paroles. Alors la Maison Perchée, donc, c'est une association qui s'est créée en 2020 et qui en fait a trois grandes missions. Celle d'accompagner les jeunes adultes qui vivent avec un trouble psychique. Donc là, on se concentre principalement sur le trouble bipolaire, le trouble borderline et la schizophrénie. Donc sur l'échelle dont vous avez parlé, on est sur voilà, des maladies psychiatriques qui sont souvent diagnostiquées et donc qui sont suivies médicalement. Mais la manière dont on a décidé de faire ça, c'est justement d'accompagner de manière non médicalisée sur ce qu'on appelle de la pair-aidance. Donc c'est exactement ce dont tu viens de parler, c'est vraiment de l'entraide entre personnes qui ont un vécu similaire. Et donc la manière dont on fait ça, donc c'est avant tout une communauté, donc il y a un entre-soi.
Il n'y a pas qu'un entre-soi parce qu'on a, au bout de quelques années, on a créé un lieu dans Paris, en plein cœur de Paris, volontairement, pour pas être en périphérie, mais pour mettre le sujet, pour mettre les fous au cœur de Paris, parce que en fait, la folie, on pourrait en parler, mais il y a un vrai enjeu de se sentir tous concernés, en fait. Et donc voilà, en fait, cet espace, donc il y a à la fois un entre-soi parce qu'il est, selon moi, nécessaire pour partager, pour s'ouvrir, pour des questions de confidentialité, pour des questions de temps aussi, de prendre le temps de partager certaines choses, d'avoir confiance. Et un espace qui est ouvert à tous. Donc ce lieu, c'est un café avec des événements ouverts à tout le monde les samedis, et des mardis, c'est un café voilà, qu'on peut trouver partout dans Paris, sauf que vous aurez des conversations souvent assez intéressantes. Et je regardais justement aujourd'hui ce qui a été fait sur ce qu'on appelle la psychologie de comptoir, et c'est particulièrement intéressant à la Maison Perchée parce que c'est des mélanges entre de la psychologie de comptoir où tout le monde y va de son histoire personnelle, de son rapport à sa propre santé mentale, à donner des conseils à droite à gauche, mais en fait ce qu'on essaye de faire au sein de la Maison Perchée, c'est de former à la paire-aidance, en fait, de vraiment former à cette relation d'aide. Donc, au milieu de cette psychologie de comptoir, il y a en fait un cadre qui est mis pour que ce ne soit pas que ça, même si moi je crois beaucoup que c'est important, la psychologie de comptoir, parce que ça permet de parler, en fait. Et donc, la manière dont on va initier à la paire-aidance, c'est déjà en prenant conscience qu'à partir du moment où on décide avec son propre vécu, donc ses propres traumatismes, ses propres discriminations, son histoire, se poser comme une personne en capacité à entendre une autre, à l'écouter et à prendre soin de cette personne, ça demande de se poser plein de questions avant de le faire. Et donc on essaye en fait de creuser en fait ces questions de à quel moment je me sens prêt et comment faire pour me sentir prêt de m'exprimer, de raconter mon histoire, d'écouter celle de l'autre sans qu'il y ait de la contagion émotionnelle, de poser ses propres limites, d'apprendre à dire non, parce qu'il y a énormément de moments où en fait on n'est pas il y a trop d'écho en fait avec notre propre vécu. Et ce qui est important à la Maison Perchée, c'est que ces personnes qui sont des pères aidants sont elles-mêmes des membres de la communauté. Donc en fait, des jeunes viennent parce qu'ils ont un besoin d'aide. Ils participent à un certain nombre d'activités en ligne ou en présentiel sur le lieu. Et au bout d'un moment, il progresse, disons, sur ce qu'on appelle le chemin le rétablissement. Donc, en santé mentale, par rapport à la psychiatrie, on évite d'utiliser le terme de guérison, parce qu'il n'y a pas vraiment de guérison. Par contre, on parle de rétablissement dans le sens, pour revenir à la définition de santé mentale, comment en fait on peut vivre avec son trouble, comment on peut s'épanouir avec son trouble, comment on peut en fait créer une vie de famille, avoir une vie professionnelle, avoir une vie étudiante, malgré les arrêts d'études, les arrêts, les ruptures du parcours de soins, les ruptures du parcours tout court de vie, qui peuvent être en eux-mêmes très traumatisants. Et donc voilà, en fait, de réfléchir, les personnes à la Maison Perchée vont petit à petit se sentir plus près, un peu plus stabilisés aussi par rapport à leurs propres troubles psychiques, et donc s'engager dans une relation de père aidant. Et évidemment, ce qui est essentiel dans la père aidance, c'est de comprendre qu'on peut être celui qui aide comme on peut à tout moment être celui qui est aidé, et qu'il faut garder cette... qu'il faut, je pense que c'est vraiment essentiel de sentir qu'on peut passer de chaque côté, et que c'est pas binaire en fait, c'est vraiment un spectre et une évolution, et voilà.
Et qu'est-ce qui vous a conduite à créer cette association? Quels étaient les besoins qui n'étaient pas remplis et que vous vouliez remplir? Alors, c'est assez particulier parce que, en fait, on est 4 à l'avoir créée, cette association. Les 3 personnes qui l'ont créée avec moi vivent avec un trouble psychique. Et je n'ai pas de trouble psychique, a priori. Et donc, on se pose souvent la question, mais qu'est-ce que je fous là? Parce qu'en fait, il y avait, pour eux, en fait, c'était, en l'occurrence, une évidence avec leur parcours, ce qu'ils ont pu vivre chacun. Et comme on le disait tout à l'heure, la santé mentale, ça touche tout le monde. Enfin, les troubles psychiques, donc à un degré plus avancé de difficulté, de souffrance psychique, ça touche absolument toute la société. Forcément, il y a des prévalences chez certains groupes, mais en fait, ça touche tout le monde, ça peut toucher tout le monde. Donc en fait pour mes cofondateurs, ça a été le besoin de ne pas avoir accès qu'à une solution médicalisée, en fait, principalement. Donc de se retrouver, de trouver justement un écho dans une communauté, de trouver un écho, de trouver du soutien. En fait, on a fait un constat qui était simple. Et c'est pour ça que c'est intéressant par rapport aux autres formes de discrimination, mais quelqu'un qui vit avec un trouble psychique, il y a très peu de chances qu'il ait parlé de manière transparente avec une autre personne qui a un trouble psychique. Donc en tant que personne bipolaire, on fait face à des personnes qui n'ont jamais parlé à une autre personne bipolaire de leur vie, ou pas en tout cas dans un cadre hors hôpital, et on ne peut pas dire qu'on est souvent au meilleur de soi-même dans un hôpital, donc forcément ça renvoie un miroir qui peut être très difficile. Et donc en fait tout simplement d'être dans une situation où on prend conscience de l'exclusion, du non-dit, du silence qui est fait à un tel niveau, parce que soi-même en fait on ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que quand on parle des discriminations, c'est aussi ça, c'est qu'on est tellement conditionné et on vit dans une société tellement conditionnée qu'on ne comprend même pas ce qu'on est en train de vivre, que c'est en décalage en fait, qu'on n'a pas encore conscience des conséquences, on n'est pas encore conscient de ce que ça vient bouger, ce que ça vient déplacer à l'intérieur de nous au moment où on le vit. Et donc voilà, enfin, il y avait un enjeu pour eux en fait de trouver une communauté, également de trouver un espace d'expression. Et pour moi, c'était un peu, j'arrive jamais à l'expliquer en une phrase. Je pense que j'ai eu assez tôt une sensibilité par rapport à ma propre santé mentale et celle de proches, même si j'ai pas eu de parents proches vivant avec un trouble psychique. La souffrance psychique était autour de moi. Très jeune, et donc ça je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai mis le doigt assez tôt. Et ensuite j'ai eu des conversations avec des personnes qui étaient dans des états psychotiques, ou qui avaient un rapport à la folie qui en fait faisait écho à une part d'humanité chez moi que j'arrivais à exprimer nulle part ailleurs. Et une sensibilité, une poésie, un rapport à la vie, un rapport à la réalité, un rapport à la vérité, au divin. En fait, la folie vient dans le croisement de beaucoup de choses. Et du coup, c'était essentiel pour moi de recréer un espace dans lequel on puisse avoir ces conversations. En fait, les conversations que j'avais, évidemment, c'est pas des personnes qui sont en crise, hein, les personnes en crise souvent ont besoin quasiment systématiquement de prise en charge immédiate, mais ça m'a apporté en fait, je ne pouvais pas vivre dans une société qui exclut et qui fait taire en fait des personnes qui, selon moi, ont une richesse qui est absolument nécessaire à l'humanité. Et donc voilà, j'avais envie de créer un espace dans lequel on puisse tous se rencontrer et être 100% soi-même. Merci beaucoup. Alors, je vais refaire un tour de table.
Autour maintenant de la question des pistes d'action. Je vais commencer par vous, Louise, aussi, des questions de timing. Donc, comment est-ce que quelles seraient, vous, les pistes que vous voyez pour protéger sa santé mentale devant les injonctions lourdes qui pèsent sur nous, quel que soit notre... sur les femmes, sur les hommes, sur les grands, les petits, on peut se dire que dans toute situation, il y a toujours une injonction qui peut peser avec plus ou moins de force et plus ou moins de violence selon les situations. Donc, comment faire ? Et puis aussi, comment protéger comment faire en sorte que les personnes minorisées, parce qu'il y a des formes de violence que tout le monde peut ressentir, mais les personnes minorisées ont particulièrement de besoins. Donc c'est des questions que je vais vous poser à tous et toutes, mais voilà, je vous laisse la première répondre. Je dirais que d'un côté, il faut accepter, et de l'autre, qu'il ne faut pas tolérer. Donc, accepter, je dirais que c'est pour soi. C'est-à-dire vraiment faire preuve de la même bienveillance dont on ferait preuve envers quelqu'un qu'on aime. Et c'est souvent très difficile à faire. Donc, je dirais vraiment en fait, ne pas minimiser sa souffrance, qui, je pense, est un écueil dans lequel on est encore beaucoup trop nombreux et nombreuses à tomber, à savoir d'essayer de se raisonner et d'associer en fait la santé mentale et les problèmes de santé mentale à une forme de faiblesse. Ça n'en est pas une, et très souvent, c'est même complètement légitime. Et c'est donc lié à mon deuxième point, qui serait de ne pas tolérer. C'est que je ne suis pas pour finalement donner le conseil juste de simplement dire voilà, acceptez que vous allez mal, c'est un état de fait, faites du yoga, méditez. Non, en fait, dénoncez. En fait, tant qu'on ne dénoncera pas les discriminations dont on est victime, et bien en fait, les choses ne changeront pas, et on sera donc là à donner des conseils sur comment prendre soin de sa santé mentale, alors que s'il n'y avait plus de discrimination, on n'aurait même plus de conseils à donner. Et c'est un peu le combat que j'ai par rapport notamment au sexisme, et je prends cet exemple qui me tient à cœur, c'est la façon dont on s'habille, parce qu'en fait, il y a encore trop souvent ce discours de responsabilisation des agressions, et donc de la responsabilité des femmes qui se font agresser par rapport à leur tenue. Je rappelle quand même qu'il y a 2 ans, un tribunal irlandais a quand même exempté un violeur parce que la victime portait un string. Enfin, c'est quand même lunaire. Et donc, en fait, tant qu'on fera porter cette responsabilité-là aux femmes, tant qu'on dira de nous changer plutôt que d'apprendre aux hommes à se comporter, eh bien, on devra subir, en plus de cette discrimination, le poids de, ça peut aller de la charge mentale à l'humiliation, au traumatisme et même à la mort, parce que le sexisme tue, rappelons-le. Donc je dirais que vraiment, c'est presque la première étape, en fait, ne pas tolérer. Et la deuxième, c'est qu'en attendant que les discriminations soient un vieux souvenir, accepter cette souffrance qui ne remet pas en question notre valeur, qui ne remet pas en question notre force. Et j'aime souvent dire d'ailleurs que pour moi, le plus grand signe de force, c'est encore de savoir demander de l'aide. Et est-ce que vous pensez... non, je continue à vous poser des questions. On parle parfois d'espaces safe ou d'endroits safe soit pour parler de problèmes, soit pour simplement se sentir entièrement, disons, tranquille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une solution qui peut être utile ? Disons que c'est une moindre peine. Je ne pense pas que ce soit une solution du tout. Très bien. Je pense que des endroits comme la Maison Perchée est carrément une piste de réponse, parce qu'en effet, il ne faut pas sous-estimer l'isolement que génèrent aussi les problèmes de santé mentale, l'incompréhension. On n'a pas parlé d'errance médicale, mais moi, pour l'avoir vécu, c'est quand même aussi extrêmement violent de ne pas savoir ce qu'on a. Et en effet, tous les stigmas qu'il y a encore autour de la folie, c'est quand même très difficile à vivre. Donc je pense que pour moi, plus qu'un espace safe, c'est libérer la parole, comme tu le fais très bien avec ton podcast, comme on est de plus en plus, je crois, à le faire grâce aux réseaux sociaux. Et vraiment, en tant qu'humain, chacun et chacune d'entre nous, savoir recevoir, en fait, la peine de quelqu'un d'autre, de savoir écouter. Et voilà, moi, je recommanderais toujours plus d'aller voir un psychologue ou un psychiatre qu'un espace safe,
parce que quelqu'un qui a fait des études dans la matière vaut toujours mieux que 150 cours de méditation silencieuse. Et je pense que c'est un peu un écueil, d'ailleurs, dans lequel on tombe. Autant, je pense que il y a énormément on va dire, d'aides parallèles qui peuvent aider. Autant, quand on parle de santé mentale et du stade 3, notamment, dont vous nous parliez, qui est le plus grave et conséquent, je pense qu'il faut vraiment ne pas en fait, substituer l'aide médicale et de personnes compétentes en la matière. Donc voilà, moi en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est en effet d'aller voir des personnes compétentes, de pouvoir en parler à des personnes de confiance, et puis de lire en fait sur le sujet, de déconstruire toutes les idées reçues qu'on a encore par rapport à la santé mentale, par rapport à la folie d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai un peu de mal avec ce terme, mais parce qu'en fait, du coup, il est encore lié à un imaginaire littéraire ou cinématographique qui est extrêmement stigmatisant. Donc voilà, déconstruire, c'est un peu le mot d'ordre de ce que j'essaie de faire sur les réseaux. Et je pense qu'on arrive à la période où il est temps de le faire avec la santé mentale. Je crois qu'il faut vraiment que j'y aille. Oui, mais justement, avant que vous soyez parti, une dernière question. Est-ce que les agressions dont vous parliez, de commentaires haineux, etc., est-ce que vous arrivez à ce que ça soit moins douloureux? Non. La réponse du coup, non, mais c'est pas que je vais courter, hein, mais c'est on ne s'habitue pas à la violence. On ne devrait pas s'habituer à la violence. Évidemment que ça doit durer moins longtemps, la souffrance, au fur et à mesure des années. Mais ça reste toujours extrêmement violent. Et je pense que c'est d'ailleurs ce dont les personnes qui émettent ces commentaires ou ce cyberharcèlement doivent à tout prix prendre conscience. C'est qu'on ne doit pas minimiser la peine que ressent la personne en face. Et c'est pas parce que ça fait 5 ans qu'elle s'en prend que ça cautionne en fait les propos ou la violence qui est partagée. Donc franchement non, ça me fait toujours autant de mal. Après c'est juste que tout est une forme, on va dire, de calcul coût-avantage, si je peux parler très rationnellement, c'est-à-dire que l'impact et la colère que je peux avoir à justement faire bouger les choses est plus importante que la haine et la non-considération que certains ou certaines souhaitent m'envoyer. Donc voilà, je le prends comme un moteur, mais je comprends celles et ceux qui n'arrivent plus à avancer à cause de ça, quoi. Je me sens pas plus forte qu'une autre parce que j'utilise comme un moteur, c'est juste que j'ai pas d'autre choix si je veux continuer à faire... essayer de faire bouger les choses. Mais c'est d'ailleurs un sujet dont je pense dont on devrait parler plus souvent, d'ailleurs, la santé mentale des personnes militantes et ou engagées, parce que ce sont des personnes qui doivent vivre avec énormément de violence au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être à venu ce vous. soir. Merci beaucoup. Et de tout ce que vous nous avez dit. Alors, même question pour vous. Comment est-ce que vous protégez votre santé mentale et quelles seraient les pistes à la fois individuelles et collectives pour améliorer les choses? Il y a un truc qui est un peu particulier pour rebondir sur l'une des phrases qu'elle a dites. Je pense que malheureusement, on s'habitue à la violence. Malheureusement. Et je pense que bien des personnes, en ce qui concerne le racisme, ce sont, y compris nos parents, par exemple, qui ont rasé les murs durant toute leur vie, depuis qu'ils ont mis un pied en France. Je pense que le silence, en fait, que ce pays a vis-à-vis de son histoire coloniale, c'est un silence qu'on a aussi en héritage vis-à-vis de notre propre expérience du racisme. Et en fait, tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance à cet endroit-là, je pense qu'on aura du mal à considérer le racisme comme un problème sérieux en France. Et si on ne le considère pas comme un problème sérieux, en fait, ce qu'on peut vivre d'intimité à cet endroit-là ne sera jamais légitime d'une certaine manière. Et je pense que si ça ne l'est pas, c'est un peu invisibilisé, inexistant politiquement. Et ça, c'est le grand drame, c'est quand on sait qu'une grande part de ce qu'on peut vivre intimement et qui nous façonne jusqu'à l'intime le plus absolu, n'existe pas politiquement, voire est nié politiquement, c'est très dur. Donc, franchement, je ne vois pas de solution à cet endroit-là. À l'endroit intime, évidemment, moi, je pense que
trouver des espaces dans lesquels on peut en parler, c'est le minimum, le plus urgent et le plus difficile quand même, parce qu'il y a aussi, c'est très étrange, on vit disons une agression, on vit une oppression et on a honte de la vivre. Donc parfois on n'en parle même pas à ceux qui la vivent aussi. Donc c'est quelque chose de très fort. Le silence, il est aussi à l'endroit de celui qui peut nous comprendre parfois. Et c'est très compliqué parce que du coup, il n'y a pas vraiment de voix, il n'y a pas vraiment de bouée de sauvetage. Moi, j'ai de la chance d'être artiste et plonger dans mes profondeurs, écrire, les décortiquer, me soigner par ce travail-là. C'est nécessaire et c'est même en fait une hygiène de vie que j'ai depuis assez longtemps. Mais en fait, je vois très bien comment, quand j'évoque la question avec certains, c'est quelque chose de très étrange et d'assez étranger. Les gens ont peur de savoir ce qu'ils deviendront quand ils ont enfin regardé de plein face qu'ils vivent à cet endroit-là. Donc souvent, on met ça sous le tapis et on essaie de survivre. Souvent, on essaie de survivre en étant très, très marrant, en ayant beaucoup de sourires, parce que c'est le meilleur maquillage social. Et d'ailleurs, je pense qu'on est assez connus, les gens noirs, par ce stéréotype de personnes souriantes, etc. Mais souvent, c'est un maquillage. Oui, à l'échelle intime, moi, je vois évidemment le fait d'en parler, d'essayer de briser ce silence qui existe déjà entre nous. Et ensuite, comme elle l'a dit à un moment donné, ensuite, d'accepter que ce n'est pas normal. Parce que malheureusement, on a accepté ça comme étant la normalité. Et parce qu'on a accepté ça comme étant la normalité, finalement, c'est dur de s'en indigner. Et je trouve ça bouleversant. Bouleversant parce que ça a une vraie répercussion sur en fait, c'est une répercussion dans tous les domaines. Je le vois, c'est une répercussion dans la manière dont on va se regarder en tant qu'élève. Et on a tellement appris à emmagasiner les stéréotypes qu'on part du principe qu'on n'est pas aussi intelligent qu'un autre. Et donc, que l'école, c'est pas fait pour nous. Et ça, on peut le voir dans tous les champs, dans toutes les sphères de la société. Cette espèce d'auto-sabotage, parce qu'on a appris à emmagasiner nous-mêmes les stéréotypes qu'on subit. Au bout d'un moment, on les subit et on doit leur donner une légitimité. S'ils existent et si on les subit, on doit leur donner une légitimité. Donc on finit peut-être par croire qu'ils disent la vérité. On a besoin de se raconter ça, sinon c'est inacceptable. On a besoin de leur donner une définition, de leur donner une raison. Et l'une des raisons, c'est de finir par croire que ça existe, qu'on est ce que les stéréotypes disent de nous, et c'est destructeur. Donc oui, en parler d'abord, je pense que c'est en parler très 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 franchement dans tout ce qui est possible d'emprunter comme forme, que ce soit par l'art, que ce soit politiquement, mais bon, je pense qu'il y a peu de personnes qui en parlent politiquement, que ce soit au Café du Commerce, enfin partout, quoi. C'est un sujet qui est tellement inexistant, et quand il existe un peu, il est tout de suite attaqué par tous les groupes d'extrême droite qui, évidemment, sur Internet te défoncent, jusqu'au point où tu te dis, ok, j'ai plus jamais de la vie, Moi, j'en connais des mecs qui ont déjà pris la parole sur ça et qui disent plus jamais. On en est là. Il faut en parler, je pense. Et ça nécessite d'avoir la peau très, très épaisse. Merci. Alors, docteur, quel est votre regard sur ces questions ? J'aurais beaucoup de choses à dire, en particulier cette question qui m'intéresse beaucoup, qui est la question de la victimisation, que ce soit sur la question des femmes ou la question du racisme. En fait, on vit une situation de déni collectif. C'est-à-dire que nous avons régulièrement des chiffres qui montrent des discriminations, des inégalités salariales, des discriminations à l'embauche, à la promotion, au logement, délit de faciès. Aujourd'hui, le défenseur des droits a publié un rapport qui montre en fait que la situation, que les inégalités augmentent depuis 2023. Il tire la sonnette d'alarme. Il y a des faits. Et ces faits-là ne sont pas reconnus. C'est-à-dire que lorsque vous dites on ne veut pas en parler parce qu'on a peur de
d'être considéré comme de se victimiser. En fait, les personnes sont victimes de discrimination. Quand une personne est victime d'un cambriolage, elle dit « je suis victime d'un cambriolage ». Quand une femme est violée, elle est victime d'un viol. Quand une personne est traitée de sale arabe, elle est victime de racisme. Quand on dit ça et qu'on vous dit « arrêtez de vous victimiser », il y a une autre expression que je suis en train de voir là apparaître et qui vient même de personnes qui sont supposées réfléchir dans notre pays. C'est « ouin ouin ». Vous avez vu ça ? Ouin ouin. La seule réponse qu'on trouve à vous dire, c'est « arrêtez de vous victimiser » ou « ouin ouin ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça ? Qu'est-ce que ça explique ? Ça explique ce déni. Ça explique le fait qu'on n'ait pas envie de regarder. Parce que si on regarde, ça suppose réfléchir. Réfléchir, ça suppose faire appel à de l'intelligence et faire appel à des idées complexes. Mais ces personnes qui vous répondent de cette façon ne sont pas intelligentes. Moi, je pense qu'il y a une banalisation de la bêtise en ce moment. Hannah Arendt parlait de la banalisation du mal, pardon, comme ça en toute modestie de la paraphraser, mais je pense qu'il y a une banalisation de la bêtise. Ce sont ces personnes-là qui ont bien conscience des faits. Enfin, quand même, on a des démographes, on a des scientifiques, on a des politiques qui ont des chiffres sous leurs yeux, qui ont une souffrance. Vous parliez du footballeur tout à l'heure. Le président, les ministres vont dans des visites inopinées, dans des quartiers dits difficiles, où on voit que les écoles s'écroulent, qu'il n'y a pas de profs, qu'il y a des rats dans les couloirs. On voit ça. On voit les inégalités sociales, on les voit les inégalités scolaires, parce que ça commence à l'école en fait, on les voit. Mais le maillon entre les inégalités et le résultat de la souffrance de ces inégalités est effacé. On ne sait pas par quel miracle, ça n'arrange personne de garder ce maillon de réflexion. Enfin, on sait un peu pourquoi. Parce que ça supposerait faire tomber, dès qu'on toucherait à la question des inégalités et de l'histoire des inégalités, c'est tout un château de cartes qui va s'écrouler. Et ça nécessite de se pencher sur la question des inégalités scolaires, de se pencher sur la question de la politique de la ville, de se pencher sur la question de retrouver notre universalité. Mais qu'est-ce que c'est compliqué tout ça ? Alors à ce moment-là, il faut mieux vous dire ouin ouin, et tu te victimises. La solution, moi, je n'ai pas la clé de la solution. Je n'ai pas la clé. En revanche, ce que j'essaie d'expliquer à mes patients, c'est que moi, je suis une nouvelle arrivée, je veux dire, je suis une expatriée, donc je ne suis pas une enfant d'immigrés. Et honnêtement, du fait, je pense, de mon statut social aussi, parce que ça compte, mais bon, j'ai reçu comme tout le monde, j'ai une tête d'arabe, j'ai un prénom qui ne trompe pas. Donc, mais ce que je dis aux personnes, que ce soit les femmes ou les personnes dites issues des minorités visibles, en fait, votre place, vous l'avez méritée. Vous n'êtes pas là par hasard. Vos parents ont fait que la France est celle d'aujourd'hui. Là, on est à Sciences Po, ce sont des bâtiments qui ont été probablement construits par un de vos oncles, un de mes cousins. La France d'après-guerre a été construite par des personnes qui sont venues des anciennes colonies. Je veux dire, c'est pas un cadeau qu'on leur fait de les garder, enfin de faire en sorte à ce qu'aujourd'hui ils vivent dignement, ils ne vivent pas dignement, et à ce que leurs enfants continuent à vivre dignement. Est-ce qu'on le dit ça suffisamment? Est-ce qu'on dit à ces enfants, mais vous êtes là, vous êtes légitimes, vous êtes la France d'aujourd'hui, et vous êtes la France, vos enfants sont la France de demain. Il n'est pas question de songer à partir. Vous l'avez mérité, votre place. Enfin, c'est même pas un mérite, mais ça va de soi.
Alors, certains voudraient qu'on ait fait venir ces personnes pour reconstruire la France et qu'ensuite on jette leurs enfants. Mais ça vient d'où, ça? C'est ça, la République une et indivisible et la République des droits de l'homme et... Non. Donc, il faut dresser la tête, se mettre debout. Moi, je pense qu'il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Quand on n'est pas tombé dans la réelle souffrance qui nécessite de l'aide, il ne faut pas accepter. Il faut, puisqu'on est dans une sorte de délire, moi je pense que ce déni-là, il relève du délire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la raison. La raison serait qu'on trouve des explications à la complexité de la chose et qu'on arrive à se parler entre anciennes colonies et le pays actuel et qu'on résolve définitivement cette question. Mais c'est trop compliqué. Donc, nous sommes dans une sorte de délire collectif qui fait que tout va bien. Il n'y a pas de racisme, tout à l'heure vous me disiez il n'y a pas de racisme à Sciences Po, il n'y a pas de discrimination, tout va bien, les femmes, mais non en fait, arrêtez de chialer, c'est des chialeuses, il ne se passe rien, tout va bien. Non en fait, ça va beaucoup mieux qu'ailleurs, ça il ne faut pas le nier, hein. Les choses s'améliorent. Moi je pense que ce que fait Judith Godrèche par exemple aujourd'hui, c'est un vrai mai 68 de notre époque, c'est une vraie révolution. Je pense qu'il faudrait qu'on en fasse une à tout point de vue sur la question de discrimination raciale, etc. Mais si on a affaire à des personnes qui sont dans le non, ça n'existe pas, dans le déni, donc qui ne sont pas du tout dans le domaine de la raison, on ne peut pas les raisonner. On ne peut pas les raisonner, ce n'est pas possible. Donc il faut aller sur un autre terrain, parler plus fort, lever la tête, raconter son histoire, raconter sa culture, dire à quel point nos civilisations décentraient le regard aussi, qui est très occidentalo-centré, décentrer le regard et dire que toutes les civilisations du monde ont participé à la richesse de notre patrimoine culturel universel, mais aussi au patrimoine culturel français. Donc, tout à l'heure, on parlait de prendre confiance en... Ça nécessite une grande confiance en soi, oui, mais il faut la récupérer tous ensemble. Tous ensemble, je veux dire, minorité visible et franco-français. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que de très nombreux franco-français sont mortifiés par ce qui arrive à la France, qui vous disent « mes ancêtres se sont battus pour l'égalité, liberté, égalité, fraternité, et on nous pond cette loi sur l'immigration, mais c'est terrifiant. Tous les acquis que nos ancêtres, pour lesquels nos ancêtres se sont battus, aujourd'hui, les personnes sont ébranlées dans leur identité de Français universalistes. Donc, tous ensemble, je veux dire, sur les questions de race, d'ethnie, enfin les races n'existent pas. Voilà. Si vous disiez aujourd'hui à ces personnes qui essayent de hiérarchiser les humains, les cultures, etc., de leur dire, mais enfin, nous sommes au XXIe siècle, toutes les études scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas de race. Tout le monde a montré qu'il n'y a pas de hiérarchisation de culture. Ils ne vous écouteraient pas parce qu'ils sont dans un autre délire. Vous voyez ? Donc, il faudrait faire plus de bruit. Et il faut aller dans les endroits, là par exemple, c'est très important ce que vous faites. C'est très important. De très nombreuses institutions devraient faire ça. Dans les médias, c'est difficile. Alors moi, je me souviens, je suis passée 2 fois dans une émission. Par la suite, j'ai été à une manifestation pour soutenir la Palestine. Des personnes m'ont interpellée en me disant « Ça va, docteur, vous n'êtes pas menacé, tout va bien ?» C'est juste parce que j'ai dit qu'il y existait des inégalités et qu'il y avait un souci avec les descendants et l'immigration en France. Juste pour ça, on a peur pour moi. Ensuite, sur la question des safe places, il y a quelque chose que j'aimerais dire à ce sujet.
c'est que c'est une notion qui arrive d'Amérique du Nord. Et je pensais, alors il y a à partir d'un certain âge en France, certaines personnes le revendiquent, ont recours à ça. Moi, personnellement, à un moment, à force d'entendre les Arabes être attaqués, j'avais très envie de faire des bouffes avec des Arabes pour dire à quel point je me sentais touchée aussi. Mais ce que je remarque, et c'est là où on est encore dans les préjugés, c'est que vous êtes français avant tout. Et vous avez grandi avec l'absence de communautarisme, avec on se mélange tous, etc. Et ce qu'on me dit dans mon cabinet, c'est, lorsqu'on parle de ce genre de choses, ils me disent, mais nous, on n'a pas envie de nous retrouver entre nous. Nous, on n'a jamais grandi comme ça. On a envie que ça redevienne comme avant, qu'on puisse parler de tout librement comme avant. Mais comme tout se crispe aujourd'hui, il y a une tendance à la crispation. Et récemment, j'ai été interviewée par une journaliste sur les questions de discrimination à l'égard, sur l'islamophobie, et qui me disait, est-ce que vous avez vu des parents inscrire leurs enfants dans des écoles de confession, privées de confession musulmane? En fait, non. Les parents qui veulent sauver leurs enfants, qui ont été eux-mêmes victimes de discrimination à l'école publique, par exemple, vous disent, moi, je veux juste sauver mon gosse. Je ne veux pas qu'il subisse la même chose que moi. Donc, c'est soit école catho privée, soit école privée, si tant est que dans les écoles privées, il n'y a pas de discrimination, ça, je ne jurerai pas, soit un autre phénomène, et là, ça devrait inquiéter la France, en tout cas les dirigeants français, c'est qu'on envoie ses enfants dans le pays d'origine de ses parents, dans des écoles internationales et dans un environnement considéré comme sécurisant parce qu'il y a la famille. Et on est prêt à se saigner aux 4 veines pour mettre ses enfants dans ce type d'établissement. Mais pas du tout confessionnel. Donc en fait, cette idée de l'entre-soi, quand on grandit en France, j'ai remarqué, elle n'existe pas. Il n'y a pas de communautarisme en France. Et on vous dit, non, en fait, j'aimerais bien m'en sortir avec les potes, avec tout le monde. C'est étonnant, hein. Et c'est beau en même temps. C'est-à-dire que ça veut dire que, d'une certaine façon, à partir du moment où on est né ici, à partir du moment où on est imprégné par la culture française, cet universalisme va de soi. Ça va de soi. Merci. Je voulais juste dire que quand je vous ai dit qu'il n'y a pas de racisme à Sciences Po, que c'était ironique. Oui. Juste, enfin, Pardon ce que je d'avoir voulais pas dire, précisé. Oui. non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que il y a une difficulté à nommer ces choses, à les voir. En fait, même pas à les nommer, à les voir. Merci. Alors, une question pour Caroline Matt, avant de donner la parole à la salle. Quels seraient les conseils que vous donneriez à un établissement d'enseignement supérieur pour accueillir ces questions de santé mentale, pour lutter aussi contre les exclusions que ça peut produire? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il y a beaucoup de choses qui est possible de faire. Déjà, une conférence comme celle-ci, je pense que ça peut déjà aller assez loin. Pour aussi réouvrir un petit peu sur ce qui était dit là, je pense qu'il y a un enjeu tout simplement d'informer en fait et au sein de l'établissement, mais plus largement dans la société sur ce que c'est la santé mentale, sur qu'est-ce que c'est réellement les différents degrés aussi de souffrance psychique qu'il peut y avoir, sur les discriminations, sur en fait juste à la fois de donner l'opportunité de se reconnaître, de dire ah ben tiens là il y a une situation, je me reconnais moi dans cette situation. Ça veut dire qu'elle existe, ça veut dire que je suis légitime. Je me souviens c'est une anecdote, mais d'un panneau, d'une affiche chez Facebook quand je suis arrivée. Il y avait écrit
dans les murs comme ça, vous n'êtes pas un imposteur. Et en fait, sur le coup, ça m'a un peu surpris, mais moi, je me sentais ultra imposteur, en fait, dans cette grosse boîte où je savais même pas pourquoi. Enfin, et en fait, juste de voir ça, je me suis dit, ok, donc déjà, c'est impossible que je sois la seule, sinon ils n'auraient pas mis ce panneau. Et j'ai senti une légitimité parce que, en fait, c'était un sentiment que j'avais, et donc ça m'a permis de le reconnaître, de le conscientiser, de le traiter, de me dire, mais en fait, s'il est là, ça veut dire qu'en fait, je suis à ma place. Donc, en fait, juste peut-être de mettre des panneaux partout. Vous n'êtes pas un imposteur, parce que je pense qu'il y en a beaucoup à Sciences Po qui pensent qu'il y a une erreur dans le, dans le concours, parce que c'est un lieu prestigieux, et donc que ce soit des affiches par rapport à... Enfin, c'est tout bête hein, comme idée, mais juste permettre, et sur d'autres formes de discrimination ou de violence, de se reconnaître. Et ensuite, donner des éléments pour expliquer, pour définir, pour sensibiliser soi-même et les autres et ses proches. Enfin, je vois dans le domaine de la psychiatrie, il y a énormément de préjugés. Les gens ne se posent même pas la question qu'il y a des préjugés tellement c'est ancré. Comme Louise le disait, les médias, ils vont... Enfin voilà, ça ne vient pas encourager les stigmas là-dessus. Il y a énormément d'auto-stigmatisation aussi. Donc, d'afficher des chiffres, de donner des éléments, de donner des ressources pour pouvoir le transmettre à ses proches, engager des conversations quand on n'est pas soi-même concerné par une discrimination, engager une conversation avec quelqu'un qui peut être... C'est hyper difficile de dire, en fait, est-ce que toi, tu as vécu une discrimination? Est-ce que ça, tu l'as déjà vécu? En fait, on n'ose pas parfois faire ça. On se dit, dans quoi je mets les pieds? Est-ce que ça va au contraire vexer la personne? Donc, en fait, de donner des éléments pour engager, pour démarrer ces discussions autour de soi, pour inviter à des débats plus informés et plus intelligents. Donc ça, pour moi, ça serait... Voilà, à l'intérieur d'un établissement, je pense qu'il y a vraiment matière... très concrètement de faire ça. Après, il y a des formations que vous devez connaître, comme les premiers secours en santé mentale, qui vont vraiment former à identifier une personne en crise psychique ou identifier quelqu'un qui peut avoir des symptômes précurseurs d'une dépression, d'un trouble anxieux et autres, et donc pareil de réussir en fait à adopter la bonne posture dans ces moments-là. Donc je pense que c'est important de donner des clés aux gens pour savoir quoi faire s'ils voient en fait des proches qui peuvent avoir une souffrance psychique. Et voilà, et après plus même en dehors d'un établissement, pour revenir à ce qu'on se disait, moi je crois beaucoup dans le fait d'apprendre à se raconter soi. Voilà, et l'art est un vecteur magnifique, mais ça prend du temps d'apprendre à se raconter, à raconter sa propre histoire, et puis écrire sa propre histoire. Et par exemple, spécifiquement, je pense que ça s'applique dans plein d'autres formes de discrimination, dans d'autres situations, mais spécifiquement, on n'en a pas tellement parlé, mais la discrimination qui peut exister pour les personnes qui vivent avec un trouble psychique, vous l'avez un petit peu mentionné, c'est celle qu'il y a face à un psychiatre aussi, face à du personnel soignant, et dans des situations où on est... considéré inapte, ou potentiellement on l'est, à prendre des décisions pour soi, à avoir à avoir des propres connaissances, enfin, à être en capacité à prendre des décisions pour sa vie, etc. Donc, quand je veux dire écrire sa propre histoire, c'est-à-dire transformer justement, passer à l'action, le faire à un niveau individuel, à un niveau collectif, peu importe, mais en fait, réussir. Et ça peut prendre des années, comme ça. Enfin, c'est très difficile, mais réussir à reprendre le pouvoir d'agir, en fait, se retrouver dans une situation où on n'est plus dans la passivité, dans le fait de subir. Forcément, comme on le dit, on est victime de discrimination. C'est pas quelque chose qui
c'est pas de la victimisation, on est victime. Et il peut aussi y avoir des passages à l'acte qui peuvent permettre de donner cette impression de reprendre aussi le contrôle sur une situation qui est subie. Merci. Oui, allez-y. En fait, la question que vous posez qui est fondamentale, c'est celle de la prévention aussi. Donc, si vous voulez, d'une façon générale, on n'est pas très bon en prévention en France. Et ce qu'il faut faire savoir, c'est, comme je le disais en introduction, c'est-à-dire que la santé mentale fait partie intégrante de la santé. Donc il y a des symptômes que l'on connaît, qui sont enseignés à la faculté de médecine, que l'on sait reconnaître, que l'on sait identifier comme faisant partie d'une maladie particulière et que l'on peut prendre en charge. Donc il faut, banaliser d'une certaine façon et mettre la santé mentale au même niveau que la santé somatique. Ensuite, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses qui peuvent alerter. C'est qu'il y a de très nombreuses études qui montrent la très grande souffrance des jeunes, puisque à Sciences Po, il y a beaucoup de jeunes. Donc c'est vrai que les dernières études sur la santé mentale des jeunes sont très alarmantes. Donc s'il faudrait peut-être, moi je me dis, dans ce type de structure, ou même dans les lycées, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de guichet où les étudiants qui se sentent mal puissent aller s'exprimer. Il y a une association qui s'appelle Nightlight, je crois. C'est ça, hein, Nightline. Qu'on peut contacter en cas de mal-être. On peut parler à quelqu'un qui vous oriente éventuellement. Donc ce sont des troubles, ce sont des souffrances que l'on sait tout à fait traiter, et il n'y a absolument aucun mal à demander de l'aide. En fait, ça fait partie de notre vie. On est tous susceptibles de tomber un jour, de se relever, de retomber, de se relever. Et de toute façon, on a tous besoin un jour les uns des autres et on a tous besoin d'une aide. Donc, aller demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale, ça n'a absolument rien de dramatique, de grave. Ça peut être votre médecin généraliste, ça peut être un psychologue. Voilà, le mental est un outil, le psychisme est un outil qui peut souffrir. La douleur mentale, la douleur morale peut exister, la tension mentale existe, on la sent, on la connaît, les soignants la connaissent, ils savent comment la prendre en charge. Autre chose qu'il faut aussi se dire, c'est que on peut tout à fait réussir son trouble mental. C'est-à-dire que ce que je remarque, c'est qu'à partir du moment où on arrive à une forme d'introspection dans la souffrance, on en devient systématiquement plus riche. Et ça me permet un petit peu de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur nous, on ne parle pas de ces émotions. On est très pratique, c'est corporel, etc. On ne parle pas de ces émotions, mais on les fait, les émotions. On les pratique. On s'aime, on se donne à manger, on est présent. Les enterrements, on est nombreux. Les accouchements, on est nombreux. Et c'est cette capacité d'introspection que nous n'avons pas. Ce n'est pas qu'on n'a pas les émotions. Mais il y a cette façon de se retourner vers l'intérieur et de d'avoir les mots et l'expression pour dire ce que l'on ressent. Ça, on ne l'a pas forcément. Et c'est peut-être aussi une question de niveau d'instruction. Parce que si vous retournez dans le pays d'origine de vos parents, moi je suis donc tunisienne, je vois aujourd'hui que le niveau d'instruction fait qu'on est de plus en plus capable de parler de ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Non, je ne suis pas vraiment... je ne fais pas un lien entre le mutisme et le niveau d'instruction. J'ai pu le voir chez les rares familles autour de moi qui avaient des parents très très instruits et où en fait il y avait un mutisme qui était culturel en fait. Ça n'avait rien à voir avec une incapacité intellectuelle, ou ça avait vraiment à voir avec l'idée que entre nous, il y aura l'essentiel qui sera explicite. Alors évidemment, moi je peux me dire rétrospectivement que de voir mon père se lever tous les jours à 5h30 pour aller se casser le dos pour nous ramener à manger, c'est de l'amour.
parce qu'il faut être, évidemment. Et il y a des émotions, il y a de la colère parfois, il y a de la tristesse, c'est clair. Non, je parle plus dans l'expressivité de la tendresse. Et c'est là où, pour moi, c'est un grand chantier. Je suis en train de travailler sur un film qui va justement évoquer cette question. C'est aussi le fait qu'il y ait plusieurs langues de la tendresse. Nous, on est nés ici, qu'on le veuille ou non, on est occidentaux. On a été biberonnés par une culture à travers les films, les séries, où la tendresse passait immensément par le fait d'être dite et par le tactile, où en fait on voyait des je t'aime dans toutes les séries, on voyait des câlins dans toutes les séries. Et chez nous, elle est beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus impalpable, mais elle est là, évidemment qu'elle est là. Mais c'est vrai que quand on n'a pas le décodeur pour capter la tendresse ou la langue de la tendresse de nos parents, parce qu'elle est plus mystérieuse, on peut penser qu'il y a un manque à cet endroit-là et que finalement, ils font juste le taf de nous nourrir et ça s'arrête là. Alors qu'évidemment que non. Non, alors évidemment que non. Non. Mais par contre, je ne pense pas que ce soit un niveau lié à un niveau d'instruction. Je pense vraiment que c'est culturel. Non, mais c'est passionnant de vous écouter. Oui, et il faut qu'on s'arrête très bientôt. Pardon d'avoir ce rôle de un peu de vous couper la parole. Mais donc, on va faire juste un tour dans la salle. Peut-être qu'il y a des questions aussi en ligne. On va faire un tour de questions et puis je vous laisserai répondre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Donc déjà, j'aurais une première question aux étudiants de Sciences Po. J'aimerais savoir qui parmi vous a déjà eu une AESH avec lui en classe. Et ma deuxième question, c'est qui a déjà été dans un établissement avec des handicapés mentaux, type IME. Ouais, les IME, c'est un très bon exemple. Cette réflexion, je me la suis faite puisque moi, j'ai un syndrome d'Asperger. Je fais partie de cette rare minorité d'autistes qui travaillent en France, qui a un salaire et qui a une vie quand même assez stable. Et j'ai été très étonné lorsque j'étais encore militant politique et de voir que lorsqu'on était face à des travailleuses d'IME, bon, elles étaient en CESAD, c'est des structures un petit peu particulières qui aident des enfants autistes, donc plus sévères, d'être le seul militant du parti dans lequel j'étais qui savait ce qu'était un CESAD. Et on se dit, en fait, on est tous de gauche, assez attachés à la défense des droits et des libertés individuelles. Et on a 2-3 militants qui savent ce que vivent les enfants qui sont peut-être les plus discriminés en France, à savoir, pour vous le dire très simplement, ceux qu'on aide à avoir des couches ou à prendre des douches le matin, puisqu'ils sont quasiment pas autonomes ou autres. Donc ma première question, et ça va être la seule puisqu'on a un peu de temps, ça va être de savoir comment des établissements comme celui-ci vont accueillir demain, bon, peut-être pas des enfants qui ont leur place en foyer d'accueil ou dans des foyers d'accueil où il y a des besoins peut-être plus conséquents, mais des jeunes qui ont des réels problèmes à se responsabiliser seuls. À titre d'exemple, il y a quelques mois, j'ai remis un dossier pour intégrer l'école de journalisme de Sciences Po, puisque j'ai fondé un hebdomadaire d'actualité. Il n'y a eu aucun souci au CELSA et à Dauphine quand j'ai remis mon dossier, que je leur ai expliqué. J'ai un réel besoin d'être accompagné, puisque je suis incapable de me responsabiliser seul pour mettre mon dossier. À Dauphine, ne m'a dit pas de problème. Et à Sciences Po, tous mes mails où j'expliquais cette demande pour dire je suis incapable de me responsabiliser seul du fait de mon trouble autistique étaient sans réponse. Et j'étais même très étonné, en sachant que ça se passait quand même plutôt bien quand je faisais ces demandes à Dauphine et au CELSA. Et tous ces jeunes qui ont des troubles 10, qui ont des troubles autistiques, qui ont un TDAH et qui ne peuvent pas se responsabiliser seuls, comment demain on va les accueillir à Sciences Po pour qu'ils puissent avoir une scolarité dite normale et qu'ils ne vivent pas ce que j'ai vécu quand j'ai remis mes dossiers pour intégrer l'école. On prend des questions, plusieurs questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour cet échange très enrichissant. Ma question est la suivante. Vous avez parlé de déni, à la fois du côté des personnes qui sont victimes de discrimination. Vous avez par exemple exprimé le sourire.
mais aussi du déni du côté des gens qui ne veulent pas voir les discriminations. Et donc ma question est comment on sort de ce déni qui est à la fois duel et qu'il va falloir combiner, je pense, pour sortir, mais comment ça se fait concrètement, selon vous, pour sortir de cette étape où on est dans un déni collectif et où on va se dire que c'est assez et qu'il faut passer maintenant à l'action et changer les choses. Oui. Ouais. Merci beaucoup déjà pour la conférence et tout ce que vous avez partagé. On a beaucoup dit que ça prenait du temps en fait de faire un travail sur soi-même. Et du coup, moi, je m'interroge, du coup, en étant étudiante à Sciences Po, des conditions qui permettent ça. Enfin, j'ai l'impression c'est une condition de temps en fait, d'avoir le temps de pouvoir revenir sur soi. Et enfin, si je pense juste à la quantité de cours qu'on a, de travail, de pression aussi, on a parlé de la santé mentale des jeunes. Il y a beaucoup de questions qui se posent à cette période de la vie. Et du coup, voilà, je me demandais quelles sont vos réflexions sur comment permettre d'avoir ce temps, sachant que moi, j'ai conscience dans cet établissement d'être extrêmement privilégiée par rapport à ce temps que j'ai sur moi-même et sur ma vie. Mais en même temps, j'ai l'impression d'en avoir toujours besoin. Donc voilà, je me demandais un peu par rapport à ça. On a juste 2 questions en ligne que je vais vous partager aussi. Alors, la première, c'est dans quelle mesure pensez-vous que les politiques publiques peuvent agir sur la question de la santé mentale des minorités visibles ? Vous avez 2 heures. Et la deuxième, donc c'est une question qui s'adresse au docteur Fatma Bouvet, que vous parliez tout à l'heure d'une crispation grandissante, et la personne vous demandait, à votre avis, d'où vient cette crispation selon vous ? Et puis, pardon, il y a une autre question dans la salle. Bonsoir. Vous avez parlé notamment, docteur, du contexte universaliste, de l'universalisme républicain dans lequel on a tous baigné et qui est un contexte, je le rappelle, qui est spécifique à la France et qui vise évidemment à effacer les différences entre les humains. Donc évidemment qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les races. Cependant, il y a quand même des sociologues qui préconisent de parler de race parce que justement en effaçant en traitant tout le monde comme un tout vraiment unanime, c'est là en fait que la race devient indicible et c'est là aussi que se créent les discriminations. Parce que, et c'est notamment, ça fait écho à ce que tu disais, quand on doit prendre la responsabilité individuelle en fait de gérer les discriminations, on oublie que c'est aussi le fait d'une structure et on oublie aussi que c'est aussi le contexte universaliste dans lequel on a grandi et on a baigné, qui fait qu'on efface et qu'on ne reconnaît pas les discriminations qui ont un impact sur la santé mentale. Donc je voulais juste revenir sur ça, c'est plutôt une remarque qu'une question, mais c'est vrai que je trouve ça dommage parce que c'est culpabilisant, je trouve, de faire penser aux gens qu'en fait tout le monde est sur un pied d'égalité et que le contexte universaliste est une réalité. Et c'est aussi pour ça qu'après on parle de victimisation, c'est aussi pour ça que dès que les gens osent prendre la parole à ce sujet, on leur renvoie au fait que c'est illégitime. Voilà, donc c'est peut-être juste une réflexion qu'on peut se faire collectivement, mais je voulais insister sur ce contexte français qui est vraiment spécifique et qui a un impact considérable, et je m'arrête de parler. Voilà, je pense que vous avez compris. Merci beaucoup. Alors, je vous redonne la parole. Fanny, vous voulez... Non, mais par rapport à la première question, peut-être qu'on peut confier le micro à la responsable Christine Daoulas, avec qui nous avons organisé cet événement. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Donc, je suis Christine Daoulas, je suis responsable de la mission handicap au sein de Sciences Po. Donc, je vais pouvoir répondre à la première question qui a été posée. Déjà, vous donner quelques éléments sur les accompagnements que nous mettons en place à Sciences Po concernant les étudiants en situation de handicap.
nous avons accompagné l'année dernière plus de 600 étudiants en situation de handicap, toutes typologies confondues. Et donc monsieur faisait effectivement allusion aux typologies de handicap cognitif qui intègrent les situations de troubles 10, de TDAH, donc troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et les troubles du spectre de l'autisme. Donc nous avons des étudiants et étudiantes qui ont ce type de situation, connaissent ce type de situation de handicap. Et donc concernant plus particulièrement la question posée au niveau des admissions, je suis désolée que vous ayez eu cette expérience, mais en tout cas on accompagne vraiment à tous les niveaux des études les étudiants, et donc il y a vraiment cette attention d'accompagner, et j'ai envie de dire de prendre en compte les besoins particuliers de chaque étudiant. Et c'est un travail que nous menons avec l'ensemble des directions et l'ensemble des équipes au sein de Sciences Po. Bien sûr, il reste, et nous avons une marge de progression, et je pense que nous devons tous travailler ensemble à faire en sorte que l'inclusion soit une réalité au sein de notre société. Et donc, voilà, c'est aussi un axe important de travail au sein de Sciences Po. Merci. Merci. Alors, je vous redonne le micro pour 2 minutes chacun, malheureusement, pour répondre à toutes ces questions. Qui est-ce qui veut commencer ? Je voulais aussi rajouter tout à l'heure que vous avez aussi un rôle à Sciences Po, c'est les futures élites, puisque vous êtes les futures élites de ce pays, c'est de faire en sorte à ce que le mot autisme et schizophrénie disparaissent des discours politiques, parce que franchement, les associations et de patients et de parents de patients autistes et schizophrènes se sentent évidemment insultés, dans la mesure où ce sont des réels, ce sont des mots qui ont un sens. Donc c'est peut-être aussi à vous de commencer et de ne pas utiliser ces termes dans ce sens. J'aime beaucoup votre question sur l'universalisme. C'est vraiment... c'est pas une question, c'est une remarque, mais elle est fondamentale. C'est vraiment une dialectique dans laquelle je plonge en ce moment régulièrement face à cette question-là et face à mes patients. Alors moi, je pense que ce que je considère comme l'universalisme, c'est d'une certaine façon l'universalisme universel, un peu à la Frantz Fanon, c'est-à-dire de considérer un être humain comme un être pensant, désirant, avec son identité intrinsèque, alors que effectivement on a eu tendance très longtemps à associer le terme universalisme à l'universalisme occidental, et ça me pose un vrai problème parce que j'ai appris l'universalisme ailleurs qu'en Occident, et donc d'une certaine façon c'est celui-ci que j'ai envie de défendre, et c'est celui-ci que je vois chez mes patients. C'est-à-dire que quand on est souffrant, on est tous pareils, souffrant de la même façon en tant qu'être humain, désirant, pensant, etc. Autre chose sur est-ce qu'on a le temps, etc. Je reviens à la question de l'introspection. C'est lorsqu'on a ce luxe, d'une certaine façon, puisque parfois c'est un luxe quand on n'a pas le temps, de l'introspection, on peut réfléchir sur soi, sur pourquoi est-ce qu'on souffre, pourquoi on ne souffre pas, pourquoi on se comporte de cette manière, pourquoi l'autre se comporte de cette manière avec moi. Comment dire, le temps de l'introspection, c'est vraiment, ça peut être soit un exercice quotidien et qui va de soi, soit à un moment donné d'une vie, à l'occasion d'une contrariété ou je ne sais quoi, ou d'un trauma, où vous posez la question sur vous. Et c'est pour ça que je pense que d'être tombé à un moment, d'avoir souffert à un moment, ça nous permet une réflexion sur soi qui peut nous aider. On n'a pas tous le temps, c'est vrai, on n'a pas tous le temps, et c'est ce que je disais par rapport au niveau d'instruction, et qui n'est pas du tout le niveau de l'intelligence, et c'est là où je voulais corriger, c'est quand on se s'use... Messieurs, nous vous informons que le bâtiment va fermer ses portes dans quelques minutes.
Merci de bien vouloir commencer à vous diriger vers les sorties. D'accord. Quand on... We inform you that we shall close within a few minutes. Thank you for starting to go to the exits. Très vite. Donc voilà, c'était juste pour dire que ça nécessitait des outils, du temps, et vous avez parfaitement raison. La crispation grandissante, elle vient depuis, moi je suis ici depuis 30 ans, je sens que depuis le ministère de l'Identité nationale, on va dire depuis 2001, depuis les attentats à New York, la situation s'est beaucoup crispée. J'ai été très choquée lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour, et je pense que les choses ont commencé à prendre vraiment une tournure dangereuse depuis Sarkozy. Moi, c'est ce que je pense. Je le sens dans ma patientèle, je le sens autour de moi. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est la loi immigration. Et les politiques publiques, eh bien, c'est le fait de diffuser, de rendre public, comment dire, de sortir du déni. C'est la répétition, la pédagogie, occuper l'espace par la créativité, par vos rôles. Voilà. Et du coup, effectivement, les politiques publiques doivent intervenir dans n'importe quelle institution pour veiller à ce qu'il n'y ait plus de discrimination, à ce qu'il n'y ait plus ces chiffres alarmants que l'on répète chaque année les uns après les autres et à la suite desquels il n'y a absolument aucune initiative. Aucune. Mesdames, messieurs, nous vous informons que le bâtiment va fermer ses portes dans quelques minutes. Merci de bien vouloir commencer à vous diriger vers les sorties. Ok. Ladies and gentlemen. We inform you that we shall close within a few minutes. Thank you for starting to go to the exits. Rapidement, sur la question du temps, en effet, c'est un luxe. Hein. En revanche, moi, je crois profondément que ça doit être une priorité, en fait. Et que si ça n'est pas la priorité, ça retombe sur notre tête à un moment donné. Parce que, en fait, si par exemple les études deviennent la priorité, donc ça doit l'être, hein, mais, et qu'en dépit de notre santé mentale, à un moment donné, on va juste faire un burn-out et puis voilà. Donc, pour moi, c'est pas une question qu'on se pose, ça doit être une nécessité absolue de considérer sa santé mentale, de l'observer, d'en prendre soin. Et ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Ouais, évidemment, c'est pas facile, mais je pense que c'est indispensable. Et par rapport au déni, la manière dont justement tu parles de duel, etc., vous l'avez sûrement vu, mais il y a un très beau film sur la justice restaurative qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je verrai toujours vos visages. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est justement des espaces dans lesquels on met des histoires, en fait. Pour moi, ce film, c'était forcément, il y avait des agresseurs et des victimes autour d'une table, mais c'est aussi plein d'histoires qui se rencontraient. Et que justement, en mettant plein de déni aussi, parce que toutes ces personnes-là étaient dans une forme de déni par rapport aux histoires des autres. C'est des temps voilà, je crois beaucoup. Enfin, je pense que c'est vraiment un parcours qui peut être intéressant, en fait, cette justice restaurative, même en dehors des situations de justice, mais voilà, de raconter ces histoires et dans leur entièreté. Waouh. Nous vous prions de bien vouloir vous diriger vers les sorties. Ladies and gentlemen, we are closing right now. Thank you for going to the exits. On a encore un peu de temps ou pas? Mesdames, messieurs, le bâtiment ferme ses portes immédiatement. Nous vous prions de bien vouloir vous diriger vers les sorties. Ladies and gentlemen, we are closing right now. Thank you for going to the exits. Oui, alors pour répondre à... Monsieur, le bâtiment ferme ses portes immédiatement. Nous vous prions de bien vouloir vous diriger vers les sorties. Ladies and gentlemen, we are closing right now. Thank you for going to the exits. Pour essayer de répondre à ta question, je pense que
je pense que le sujet doit être désormais investi par des personnalités publiques. En fait, je trouve que les personnalités publiques, les icônes ont une force de frappe. Messieurs, le bâtiment ferme ses portes immédiatement. Nous vous prions de bien vouloir vous diriger vers les sorties.